ici. Alors, donc, si la matrice est réversible, on se retrouve avec déterminant de A, différent de 0, et on a la petite formule qui est en dessous. Question posée, déterminant de A égale 0, équivalent à A, non à... oui, alors de toute façon, même pour cette question-ci, est-ce que déterminant de A égale 0, ça correspond à matrice inversible? Vous avez tout simplement la proposition 8. La proposition 8, une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Donc ça, c'est direct, et vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Ça, si on voulait le démontrer, c'est à grand coup de théorème de Gauss-Jordan, matrice échelonnée réduite et compagnie. Ça se fait, hein, c'est pas trop méchant, mais c'était pas essentiel pour ce service déterminant. Donc j'ai choisi de pas le mettre. Alors, on va arriver à développement suivant une ligne ou une colonne. Alors ici, ça c'est la formule générale, qui correspond à ce qu'on a fait en taille 3, mais qui en fait est vrai pour n'importe quelle taille. On va faire un petit exemple juste après, symboliquement. On encadre. Tac, tac. Est-ce que je mets la remarque avec moi, je mets la remarque avec, parce qu'elle est quand même assez classique. Alors, si on a une matrice dans Mn de K, on va pouvoir écrire. Alors, la formule, elle a fait un petit peu peur comme ça, mais en fait, elle est super sympathisée. Le déterminant de A, c'est la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des moins 1 puissance i plus j fois aij fois delta ij. Moins 1 puissance i plus j, c'est un truc qui vaut tantôt plus 1, tantôt moins 1. aij, c'est le petit coefficient de la jème colonne. Et le delta ij, c'est marqué en dessous, c'est le déterminant d'ordre n-1, donc un cran de moins, qui s'obtient en rayant la ième ligne et la jème colonne de grand A. Donc ça correspond à ce qu'on a fait en taille 3, mais ici en général. Le petit j, je ne l'ai pas précisé, mais je vais le mettre ici. J, complètement arbitraire. Vous pouvez développer par rapport à n'importe quelle colonne. Et je vais mettre aussi en dessous. On peut aussi, en suivant exactement le même procédé, développer par rapport à une ligne. On va faire un exemple juste après. En pratique, je le remets un coup. Essayez le plus possible de faire apparaître des zéros sur une colonne ou une ligne, du coup, pour ensuite développer par rapport à cette colonne. Pourquoi? En taille 3, vous avez vu qu'il y avait 3 termes. Déjà, arriver à faire en sorte que certains s'annulent, c'est pas mal. En taille n, là, si vous n'avez aucun terme qui s'annule, vous serez potentiellement très mal barré. Parce que vous ne pourrez pas forcément faire apparaître quelque chose. Donc l'idée générale, et ça c'est très systématique, surtout en taille n, on essaye à tout prix de faire apparaître plein de zéros. Plein de zéros, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 ou 2 coefficients non nuls typiquement. S'il commence à y en avoir plus que 3 ou plus, s'il commence à y en avoir 3 ou plus, ça va être compliqué. Alors, petit exemple. Alors, déjà un exemple générique avec des ABCD, et ensuite un exemple un peu plus calculatoire où on aura un résultat. Alors, je repasse hop, comme ceci. Tac, tac, page suivante. Alors, exemple. De développement par rapport à une colonne slash ligne. Alors, imaginez que on ait une matrice 4-4. On va pas chercher beaucoup plus loin. Ici, alors est-ce que je fais avec des AIJ ou est-ce que je mets des ABCD, EFGH et JKL? On va faire ça. Alors, si on a une matrice, grand A égale ABCD, EFGH, IJKL,
MNOP. 1, 2, 3, 4. Dans ce cas-là, si par exemple on veut développer par rapport à la, j'en sais rien, j'ai au pif, la deuxième colonne, qu'est-ce que ça donnerait? Alors ici, si on veut développer par rapport à la deuxième colonne, je vais juste faire un petit copier-coller la matrice avant de la modifier. Tac, je la laisse dans un coin pour tout à l'heure. Alors ici, si on veut développer par rapport à la deuxième colonne, je prends un peu de couleur, on va avoir, alors la deuxième colonne, je vais la mettre en valeur, tac, 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 tac. On va avoir 4 morceaux qui vont correspondre chacun à chacun des coefficients E, F, G, H. Donc déterminant de A, ce sera égal à petit e, alors je laisse un blanc devant, attendez 30 secondes, vous allez voir pourquoi. Petit e fois un déterminant 3, 3. Ensuite, il y aura du petit f, un déterminant 3, 3. Il y aura du petit g, un déterminant 3, 3. Et il y aura du petit h, un déterminant 3, 3. Entre ces 4 termes, il y a des signes. On a une alternance de signes qui va se retrouver. La question, c'est typiquement par quoi est-ce qu'on commence. Ici, petit rappel, si vous faites le petit tableau des signes, la règle c'est qu'on commence par un plus, je vais le mettre par-dessus ici, en haut à gauche, et après, à chaque fois qu'on se déplace d'une case, sur une colonne ou sur une ligne, on change de signe. Donc là, il y aura un moins, là, il y aura un plus, là, il y aura un moins, là, il y aura un plus. Donc attention, ces petits signes, c'est ceux qui vont arriver ici. Donc devant le E, on a un moins, devant le F, plus, devant le G, moins, devant le H, un plus. Et ensuite, on applique le processus. Par exemple, alors là je ne vais pas le faire parce que ça va vraiment un peu tout surcharger. Par exemple, pour le coefficient E, on raye la première colonne et la colonne ici qui est encadrée. Et on va se retrouver avec, alors si on raye AIM, on va avoir BCD. Et ensuite on saute à JKL NOP. Et bon, je ne vais pas faire les 4, etc., etc., etc. Je pense que vous avez vite compris le principe. On raye à chaque fois la ligne et la colonne correspondante. Ouf, on va en faire un autre pour le principe. Si on veut développer par rapport à une ligne, alors là par exemple on va dire la troisième ligne. Donc ici, déterminant de A, ce sera, alors là je vais reprendre la matrice, tac, tac, est-ce que je peux la mettre un peu plus petit ou pas? Ah non, je peux pas changer la taille ici. Alors, du coup, je sais pas où la mettre. Ici, vous n'allez pas voir. Bon, je vais laisser là-haut. Je me suis un peu trop étalé là. Je me suis un petit peu trop étalé. Hop, on va la mettre là. Et lui, on va le descendre un chouïa. Voilà. Bon. Ici, troisième ligne. Pareil, je l'encadre, vite fait. Tac, tac. Alors là, il va y avoir... Bon, je vais pas l'encadrer, je vais l'entourer. Parce que sinon, faire les traits droits, ça va être compliqué. Il va y avoir... Hop. Ça, 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 ça et ça. Au niveau des signes, on fait le même processus. On va avoir plus en haut à gauche, moins, plus, moins, plus, moins. Conséquence, je remets, mais plus, moins, plus, moins. Les coefficients, on recopie. CGKO, C, G, K et O. À côté, déterminant 3, 3. Et pareil, on va faire un des 4, on va pas tous les faire. Par exemple, si on fait celui associé à K,
qu'est-ce qu'on est censé faire? On est censé rayer virtuellement la ligne qui est ici entourée et la colonne qui contient K. On va donc se retrouver avec un déterminant 3, 3 en prenant en premier A, B, D. A, B, D. Ensuite E, F, H. E, F, H. Et on saute à M, N, P. Et tac, tac, tac. Exactement le même principe pour les autres. Est-ce que c'est à peu près bon le principe? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, le tableau de signes, oui. Alors, plus en haut à gauche, et on change de signe à chaque fois qu'on se déplace d'une case. C'est exactement ça. C'est juste une alternance de plus-moins. Donc, en fait, typiquement, même à partir du moment où vous avez le premier, ici, celui qui est associé à C, vous ne posez pas de questions. Hein. Si vous êtes dans l'ordre, vous ferez plus, moins, plus, moins. C'est automatique. Ah, c'est pas juste. Il y a un souci. Je me suis trompé. Plus, moins, plus, plus, moins. Non, c'est bon. Si par exemple je le faisais de manière plus complète, je peux le faire tout en haut à gauche si vous le souhaitez. En taille 4, plus au départ, et après moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, et encore plus, moins, plus, moins. Ça change si on commence par l'un ou l'autre. Alors, le premier, c'est celui en haut à gauche. Ça, c'est incontournable. Alors, en vrai, j'avais pas dans le sens que vous, c'est pour ça. Je vois pas trop l'histoire de sens. Si vous mettez un plus en haut à gauche, il n'y a pas de question de sens. Je repassais à la ligne. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme petite erreur? Bon, si c'est bon, on va pas chercher plus que ça. Alors, petite remarque, on va quand même préciser, maintenant qu'on a vu la formule, si jamais vous préférez, en général c'est très rare ceux qui préfèrent, mais bon, les coefficients, les plus moins, c'est les moins 1 puissance i plus j. Par exemple, tout en haut à gauche, i égale 1, j égale 1, i plus j égale 2, moins 1 au carré, plus. Et après, vu qu'à chaque fois il y a un fois moins 1, ça fait un décalage de signe, ça fait une alternance de signe. C'est ça le principe. Donc la justification du tableau, c'est c moins 1 puissance i plus j, si vous voulez, en général. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde jusqu'ici? Alors, si c'est à peu près bon, on va se faire un petit exemple. Hop. Alors, l'exemple que j'avais mis, c'était une petite matrice. Je vais faire un copier-coller. Tac. 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 Alors, ce petit truc-là, hop, on le met ici. Alors, le but du jeu, c'est de calculer ce déterminant. Alors, encore une fois, le principe, on essaye de faire le plus possible des opérations sur les lignes ou les colonnes. Alors ici, qu'est-ce qui peut être sympatoche? On a déjà un 0 là. On a déjà un 0 en bas à gauche, donc si on veut essayer d'exploiter, ou bien on joue sur cette colonne-ci, ou bien on joue sur cette ligne-ci. Alors vu que là, ce sera encore avec la première colonne, on va faire avec la dernière ligne. C'est complètement arbitraire. Hein. De toute façon, après en pratique, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas forcément de meilleure ou de moins bonne méthode. Donc lui, on le laisse. 1 moins lambda de 0. Ensuite, lui, on va le laisser. Moins 1, 3 moins lambda, 1. Et on va ajouter à la colonne C3 un multiple de C2 en exploitant tout simplement le fait que là, on est un coefficient 1 différent de 0. Donc si on fait plus précisément,
C3 reçoit alors C2 moins. Si on veut que ça se simplifie, il faut multiplier C2 par 1 moins lambda, tout simplement. Donc moins 1 moins lambda. Non, j'ai fait une bêtise. Là c'est C3 et là c'est C2. Donc à C3, on retranche 1 moins lambda fois C2. On va donc se retrouver avec, alors tout en bas, 1 moins lambda moins 1 moins lambda, ça fait 0. Ici, on aura moins 2, moins, alors 1 moins lambda fois C2, 1 moins lambda fois 3 moins lambda. Et tout en haut à droite, on aura 4 moins 1 moins lambda. Donc 4 plus 1 moins lambda. On a obtenu alors je suis pas là assez bas, comme ceci, tac 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 tac, une ligne avec un seul chiffre non nul, qui en plus est un 1, et deux chiffres nuls. Conséquence, on développe par rapport à cette troisième ligne. Entre parenthèses, un seul coefficient non nul. On va donc se retrouver avec, en dessous, alors, si on met nos petits signes, tout en haut à gauche, le plus, moins, plus, moins, plus. Alors, j'insiste bien, là, je les mets tout simplement comme ceci, d'une couleur différente. Vous, sur votre copie, si vous voulez les mettre, mettez-les vraiment très légèrement au crayon de papier, mais n'allez pas mettre tout d'un coup un moins devant le 1. Sinon, on risque de croire que vous avez un signe qui est apparu par magie. Donc faites très attention, prenez bien des couleurs différentes, ou entourez-le, ou voire ne le mettez pas. À la rigueur, c'est pas grave. Développez directement. Alors, c'est juste pour prendre des bonnes habitudes. Si on veut pouvoir factoriser des calculs simples, tant qu'à faire une petite opération sur les lignées et les colonnes. Ça simplifie, ça va jamais faire de mal. Ça va quasiment jamais faire de mal. Donc ici, on se retrouve avec moins 1 fois le déterminant de 2 qui va être obtenu en rayant la dernière ligne et la deuxième colonne. On va donc se retrouver avec 1 moins lambda 2. Ensuite, là, ça disparaît. Alors le 4 plus 1 moins lambda, ça fait 5 moins lambda. Et ici, bon voilà, il va falloir, on développera tout gentiment après. Bon, je vais le faire maintenant, remarque. Comme ça sera fait. Alors, je vais mettre une petite étoile. Donc petite étoile. Je ne l'écris pas en jaune, ne vous inquiétez pas, parce que je sais que c'est pas super lisible. Alors, ce petit truc là, à quoi est-ce que c'est égal? On a moins 2, ensuite si on développe, en constant on a 3, moins 3 lambda, moins 4 lambda, et ensuite on a plus lambda carré. Ce qui se simplifie en moins 2, moins 3, moins 5, plus 4 lambda, moins lambda 2. Donc là, moins 5, plus 4 lambda, moins lambda 2. Et on termine avec notre petit produit en croix habituel. Hop, on va se retrouver avec moins. Alors, 1 moins lambda, multiplié par tout ce pataquès, moins 5 plus 4 lambda, moins lambda carré, moins 2 fois 5 moins lambda. Et, bon égal, 3 petits points, après, c'est plus du calcul. Donc là, c'est un exemple pour avoir un développement par rapport à encore une autre ligne. La troisième ligne, pourquoi pas. Est-ce que jusqu'ici, c'est à peu près bon? Alors, pas de souci, pas de souci. Alors, s'il n'y a pas de souci, on va reprendre
le polycopier de cours. Et on va plus ou moins terminer le chapitre, mais avec les choses qui sont finalement presque les plus importantes. Ce sont les autres types de déterminants. Parce que ici, finalement, ce qu'on a mis en place, c'est de manière purement matricielle, en regardant juste ces tableaux de chiffres, on a posé un calcul qui menait à une quantité qui s'appelait déterminant, et le fait que cette quantité soit nulle ou pas avait une conséquence sur l'inversibilité de la matrice. Mais on a vu plein de situations où, à partir de vecteurs, à partir d'une application linéaire, on pouvait associer une matrice. La grande question qui va arriver, c'est si jamais, à partir d'un objet algébrique, on associe une matrice et qu'on fait le déterminant de cette matrice, est-ce que ça peut avoir un impact, une conséquence sur l'élément algébrique de départ? Donc c'est un petit peu ça qu'on va étudier ici. Première situation, une famille de vecteurs. Si vous avez une base d'un espace de dimension finie, une base E1, En, ultra classique. Si vous avez une famille de n vecteurs, attention, il faut que ce soit le même petit n, f1 jusqu'à fn. Question ultra classique, ah bah tiens, est-ce que mes vecteurs ne formeraient pas une base de grand E? Ici, un nouveau moyen de le trouver, ce serait d'écrire la matrice de la famille des vecteurs f1, fn en colonne, et ensuite de calculer son déterminant. Si vous vous rappelez bien ce qu'on a déjà fait, c'est des choses qu'on a déjà fait, lorsqu'on a vu les matrices de passage dans l'histoire de changement de base, on avait une propriété, je vais voir si je peux vous la retrouver. Alors, application linéaire, dimension finie, là. Alors, bougez pas que je vous retrouve la propriété, comme ça fait une petite connexion encore une fois. Tac, 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 ici. Si vous vous rappelez bien, on avait vu une petite technique. Lorsqu'on a une base de 1 UN et une famille de vecteurs F1, Fn, si on écrit la matrice de cette famille de vecteurs, la famille est une base si et seulement si la matrice est inversible. Conséquence pour nous, ça va se traduire par déterminant différent de 0. D'où la propriété qui découle uniquement de ça. Pardon, c'est pas ici, c'est ici. On va avoir... Ah, moi je ne l'ai pas mis tout de suite. Autant pour moi. Alors, on ne sait pas encore, on ne dit pas encore que ça correspond à base, mais ce qu'on va appeler le déterminant de la matrice de la famille, ce sera le déterminant de la matrice dans laquelle on a rangé en colonne les coordonnées. Attention, je vais juste souligner un truc à la page suivante. Ce déterminant, il va dépendre de la base dans laquelle on se place. Alors, attention, question posée. Alors, ouais, alors ici, c'est pour ça que je l'ai mis en fluo, il faut le même nombre de vecteurs que la dimension de l'espace. Sinon, on n'a pas une matrice carrée et effectivement, on ne sait pas faire. On ne sait faire que déterminant carré. C'est tout. Alors, petite remarque donc, que je souligne aussi du coup, le cardinal de la famille doit être égal à la dimension de l'espace. C'est obligé. Si vous êtes dans le plan, vous aurez 2 vecteurs, dans l'espace 3 vecteurs, etc., etc. Le déterminant dépend de la base dans laquelle on se place. On va faire un petit exemple, comme ça au passage ça fera un micro-exemple d'application. On considère les vecteurs U11 et V-11. Premier temps, on va écrire leur déterminant dans la base canonique, et deuxième temps, dans la base UV elle-même. Et vous allez voir ce qui va se passer. Alors, mes exemples. Alors, j'ai dit quoi? 1 et moins 1. Alors, exemple de déterminant d'une famille. Alors, premier point, U égale 1, V égale, et bien sûr, j'ai oublié, le moins était en premier ou en deuxième? En premier.
si on veut calculer le déterminant dans la base canonique de la famille UV, c'est un petit déterminant de taille de 2, 2 vecteurs dans le plan. Exactement comme pour les matrices de passage, parce que finalement c'est un peu le principe, on est censé écrire le vecteur U et le vecteur V en fonction des vecteurs. Alors j'ai écrit à côté. En fonction des vecteurs E1, E2, où la base canonique c'est BC égale 1, 0, 0, 1 égale E1, E2. Mais comme d'habitude, ah bah oui, mais si on est dans la base canonique, les coordonnées c'est facile. J'ai juste à recopier les chiffres. Donc pour le U, je mets 1, 1. Pour le V, je mets moins 1, 1. Et si on fait le déterminant avec le petit produit en croix, on se retrouve avec 1 plus 1 égale 2. Ah oui, merci. Hop là. Je remets les bonnes tailles. Et si cette fois-ci, on veut le déterminant de UV, mais dans la base B, ou cette fois-ci, hop, je mets une petite flèche. Alors, pourquoi est-ce que c'est une base? Petit rappel, on a deux vecteurs en dimension 2, donc si la famille est libre, c'est gagné, et comme les deux vecteurs sont proportionnels, c'est gagné. Donc 2 vecteurs non proportionnels en dimension 2. Mais si on écrit la famille, enfin les coordonnées de U et V dans cette base, qu'est-ce qu'on est censé mettre? On est censé mettre U et V, mais en les exprimant en fonction de re-U et re-V. Conséquence U, c'est 1 fois U plus 0 fois V. V, c'est 0 fois U plus 1 fois V. Donc notre déterminant, je me suis trompé de couleur ici, je vais rectifier. Donc notre déterminant, c'est le déterminant de la matrice identité. Effectivement, ça a été repéré. Et on se retrouve avec un tout court. Et bon, voilà, morale. Ah bah tiens, ça fait pas le résultat. Donc ici, je répète le principe. On est censé mettre les coordonnées dans la base choisie. Donc si la base qu'on choisit, c'est pas la base canonique, mais c'est UV, petit u, par exemple, c'est 1 fois U plus 0 fois V. Donc ces coordonnées, c'est 1 et 0. Et idem pour l'autre. Alors, mais si dans une base, il peut avoir 0. Alors ça, effectivement, c'est une très bonne question. Est-ce que le déterminant peut être nul dans certains cas et pas nul dans d'autres? Non. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait un petit peu enquiquiné. C'est ce qu'on va voir un petit peu juste après. C'est ce qu'on va dire juste après. C'est pour ça que la valeur du déterminant pour une famille de vecteurs, elle ne voudra pas dire grand-chose. En revanche, la nullité du déterminant aura une importance. C'est quoi l'intérêt de changer de base? Alors, là, c'était juste pour faire voir que, attention, suivant la base, ça peut changer. Donc, pour pas que vous tiriez de fausses conclusions. Mais, en pratique, vous n'allez pas trop jouer sur les bases ici. En pratique, vous aurez une famille de vecteurs, vous les écrirez dans la base canonique, et vous allez voir ce qui se passe. C'est tout. Sachant que le but, dans 90% des situations, ce sera de dire « Ah, regardez mon déterminant, il est non nul. » Donc, la famille, c'était une base. Et donc, typiquement, ce qui vous attend derrière, je peux faire un changement de base. Ou d'autres choses du genre. Est-ce que c'est bon pour cette histoire? Pas de souci. Allez, je continue un petit peu. Deuxième exemple, dans la foulée, tant que j'y pense.
Non, pardon, pas tout de suite, juste un petit peu après. Il nous manque une petite propriété. Je vous remets le PDF. Alors, où est-ce qu'on en était? Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, petite interprétation géométrique. Alors, honnêtement, vous allez quasiment jamais vous en servir, mais elle fait partie du programme, donc je vous la mets. Si vous avez 3 points du plan, donc je vous fais un petit dessin à côté. Petit dessin, petit dessin. 3 points du plan, ça peut être comme ça, comme ça, comme ça. On a A, on a B, on a C. Ces 3 points, je vous le donne en mille, ça forme un triangle. Et si vous vous amusez à calculer dans le plan, parce que question est dans le plan, le déterminant des deux vecteurs, alors je vais les mettre hop, en quelle couleur? Je vais les mettre en vert comme ça. Alors, c'est AB et AC. Voilà. Donc si vous prenez ces deux vecteurs, le vecteur AB et le vecteur AC, vous pouvez toujours écrire, si vous avez 3 points de plan, leurs coordonnées. Si vous calculez le déterminant de ABAC, attention, attention, dans la base IJ, n'allez pas faire n'importe quoi, vous aurez toujours 2 fois l'aire de ABC. Et, petite remarque au passage, pourquoi est-ce que c'est 2 fois l'aire du triangle? Tout simplement parce qu'en vrai, c'est l'aire du parallélogramme. Alors, comment est-ce que je vais vous mettre ce parallélogramme? Tac, tac. Alors, volontairement, je vais un petit peu dépasser parce que sinon, ça va surcharger. Lui, comme ceci à peu près. Ensuite, lui, comme ceci à peu près. Ensuite, lui, alors je prolonge et je prolonge. Alors, je déplace un tout petit peu mes traits. Tac, tac. Alors, j'espère que vous voyez à peu près quelque chose. Est-ce que je peux... Tiens, je peux faire ça, regardez. Hop, lui, je le mets un petit peu plus gras. Et lui, cette flèche-là aussi, j'en ai un petit peu plus gros aussi. Comme ça, vous le verrez bien un petit peu plus se distinguer. Donc, c'est 2 fois l'aire de ABC et c'est... l'aire du PLG, parallélogramme ABCD. Est-ce qu'il y en a un que la formule? Oui. Ça se démontrerait comme ça. Enfin, ça pourrait se faire comme ça. Il y a un lien avec la formule 1,5 fois la norme fois produit vectoriel. Tout à fait. En fait, il y a un lien qu'on ne vous dit pas entre le déterminant et le produit vectoriel. Alors, sauf que ici, attention, là dans le plan, c'est pas vraiment un produit vectoriel. Ce serait un autre produit en croix. Mais bon, c'est pas grave. En revanche, dans l'espace, ce serait le cas. Version de la même manière, si vous avez 4 points d'espace, alors je ne vais pas faire un dessin en perspective, mais bon, je vous laisse imaginer. Si vous faites le déterminant des 3 vecteurs AB, AC, AD dans la base canonique IJK, vous aurez le volume du parallélépipède issu de ABCD. Tout simplement. Ça, on passe. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Si vous avez besoin, vous avez. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est là. Lorsque vous avez une famille de vecteurs, vous écrivez la matrice correspondante. Vous calculez son déterminant. Si le déterminant est non nul, cette famille est une base. Si le déterminant est nul, la famille n'est pas une base, elle est liée. C'est tout. Ça marche directement. Application tout de suite. Alors, on va faire uniquement sur les polynômes. Bon, si on va faire une équation de droite. C'est pas le plus palpitant, mais bon, sinon après, si je dis je le ferai plus tard, je le ferai pas. Alors, 2 exemples d'application pour les bases. Alors, exemple sur proposition 12, caractérisation des bases. Alors, on peut faire un petit retour vite fait sur les polynômes échelonnés en degrés. Alors, retour.
sur polynôme échelonné en degrés. Alors, si jamais... Alors, question. Est-ce que c'est vraiment plus simple que de rentrer dans la matrice et de voir si elle est inversible? Au niveau calcul, en général, oui, quand même. En général, quand même, oui. Surtout qu'il y a plein de situations où vous allez pouvoir vous ramener assez vite à les choses triangulaires et compagnie. Alors vous allez me dire, oui, mais si on peut la rendre triangulaire, c'est facile de regarder aussi comme sur diagonaux. C'est vrai. Ça dépend des situations. Ça dépend des situations. Il y a plein de situations, je suis d'accord avec vous, faire un petit peu à l'ancienne, faire une brave méthode de Gauss, ce sera le plus efficace. Surtout, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Surtout si vous avez besoin de la matrice inverse, le déterminant ne vous donne pas la matrice inverse. Donc dans ce cas-là, ce sera typiquement une méthode de Gauss qu'il faudra faire. Mais il y a quand même des situations, peut-être plus ponctuelles, où, de par l'énoncé, un déterminant est beaucoup plus direct à faire. De toute façon, ça coûte pas cher de savoir que ça existe. Et après, vous verrez bien le moment venu. Alors, retour sur le polynôme échelonné en degrés. Alors, on a vu, et on va pouvoir le retrouver, que si vous avez une famille de polynômes de degré 2 à 2 distincts, on sait qu'elle est libre. Et notamment s'il y a n plus 1 polynôme de degré n, de degré au plus n, pardon, on va avoir une base. Exemple avec, on va partir sur 3 polynômes, histoire de, P0, ce sera, je mets des chiffres au pif, 2, donc, bah tiens, il est degré 0, P1, ce sera 3x moins 4, et P2, ce sera 7x carré moins 5x plus 28. Si on écrit la matrice dans la base canonique de P0, P1, P2, qu'est-ce qu'on est censé faire? On est censé faire en colonne nos trois polynômes P0, P1, P2, donc plus précisément leurs coordonnées, dans la base canonique qui est bravement 1x, x carré. On va donc se retrouver avec 2, 0, 0, 3x moins 4, donc moins 4 en constant, 3 ici, puis un 0, et ensuite 28, moins 5, 7. Et ainsi, P0, P1, P2, base, est équivalent à, je vais donner un nom à cette matrice, on va appeler grand A, c'est équivalent à grand A inversible, ce qui est équivalent à déterminant de A différent de 0, et ici, c'est équivalent à 7 x 3, 21 x 2, 42, différent de 0, et bien sûr, ce qui est vrai. Ah, excusez-moi. Hop, je réagrandis comme il faut. Donc ici, on se retrouve avec un moyen assez direct encore de voir qu'une matrice est inversible pour avoir une base. Alors dans cet exemple, effectivement, alors de toute façon, dans cette situation, vous avez une matrice triangulaire. C'est obligé si les polynômes sont échelonnés en degrés. Le 42 vient d'où? De H2G2. Quelle question? Est-ce que c'est à peu près bon sinon? Là, il y en a qui sont en train de se poser des questions métaphysiques. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, 42, c'est 2 x 3 x 7. On est bon? Ok. Ma première réponse vous satisfaisait pas? Je suis déçu. Alors, autre exemple, vite fait. Hop. Alors, qu'on va retrouver, qu'on peut faire aussi très facilement. Si vous avez des polynômes, non pas échelonnés en degrés, mais avec des, on va y voir ce que je veux dire, des valuations constantes.
Alors, si on prend un polynôme P0 qui est égal à, j'en sais rien, 1 plus x carré. Si on prend un polynôme P1 qui est égal à moins 3x plus, j'en sais rien, 7x carré, et un polynôme P2 qui est égal à x carré tout court. Si on fait le même principe, grand A, la matrice de P0, P1, P2, dans la base canonique, elle va être égale à A. On fait encore notre petit schéma vite fait. On est censé écrire P0, P1, P2 en fonction de 1x, x carré. On va se retrouver avec, alors, 1, 1, 1, 0, moins 3, 7, 0, 0, 1. Ici, déterminant de A, c'est égal à moins 3, non nul. Donc, grand A inversible. Donc, P0, P1, P2. Base de R de crochet X. Alors, idem hein, comme au-dessus, on avait encore une matrice triangulaire, donc on peut aussi faire la phrase complète en disant on a une matrice triangulaire à quotient diagonaux non nuls. Mais l'avantage du déterminant, c'est que c'est assez instantané à écrire, quoi. Voilà. Exemple suivant. On peut aussi... Ah, c'était un chouïa vite. Pardon. Bah, remarque, je peux le faire en dessous. Ça tiendra. Équation de droite. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? On peut utiliser le déterminant pour obtenir des équations de droite. Notamment lorsque vous avez un point de passage. Alors, qui passe par grand A de coordonnées, bon, on va mettre xa, yk tout simplement, xa, yk, est dirigé par u, qui va être de coordonnées, lui, alpha, bêta. On se fixe un point M, xy, du plan. Et on traduit tout simplement, avec une équivalence toute bête, grand M appartient à, alors, la droite passant par A, dirigée par U. Je vais écrire en dessous ce que ça veut dire ici. Droite passant par A, dirigée par U. Si on veut traduire ça, ça va être équivalent à dire que les vecteurs AM et U sont collinéaires. Dire que AM, enfin dire que M est sur la droite, ça revient à dire que AM et U sont collinéaires. En termes de base, ça revient à dire que AM U n'est pas une base. Autrement dit, et là vous allez voir arriver le déterminant, c'est équivalent à dire que le déterminant de AM et U est égal à 0. Conséquence, on va faire encore une petite étape pour voir qu'en fait c'est super pratique, mais conséquence, avec un petit déterminant, vous pouvez conclure sur le fait que des vecteurs forment une base ou pas. Et si on poursuit un tout petit peu, si on écrit tout en coordonnées, ah pardon, question, on exprime dans quel espace le coup de pas la base? Alors déjà question d'avant, on exprime dans quel espace AM et U? Alors on est dans le plan, hein. Une équation de droite, c'est, pardon, ça j'aurais pu préciser, mais c'est dans le plan ici.
dans le plan de base IG. Alors, AMU collinéaire équivalent à une base. Alors, collinéaire, pour deux vecteurs, c'est pareil que lié. Ici, vu qu'on est en dimension 2 et qu'on a deux vecteurs, libre est équivalent à base. Donc, lié est équivalent à non-base. Donc ici, dire que deux vecteurs dans dimension 2 sont collinéaires, c'est exactement équivalent à dire que ces deux vecteurs ne forment pas une base. Si on considère bien sûr, hop, c'est peut-être ça qui était confusant, j'ai oublié parenthèse, la famille AMU, les deux ensemble. Alors du coup, on peut traduire élément appartient à un espace de dimension 1 par cette relation. Alors attention, ça c'est très particulier. Si vous voulez passer avec un déterminant, il vous faut deux vecteurs en dimension 2. Donc en vrai, c'est pas si phénoménal que ça. Mais on va quand même faire le calcul. Ici, ça peut marcher. Si on fait les déterminants de AM et U, on va se retrouver avec x moins xa, y moins yk, alpha, bêta égale 0. Et après, bon, je vous passe le calcul. Une fois que vous avez ça, vous faites votre petit produit en croix, vous déroulez et vous tombez sur une équation de droite, tout simplement. De la même manière, on peut avoir des équations de plan dans l'espace, en disant qu'on veut avoir trois vecteurs coplanaires. Est-ce que ce petit exemple, c'est à peu près bon? Toujours pas compris. Alors, je vous laisserai méditer dessus. Si vraiment ça coince, on pourrait y revenir à un moment donné après. Mais c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué du tout. Je vous laisse réfléchir. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions directes? Sinon, on enchaîne. Allez, on va enchaîner. Alors, on va repartir sur notre PDF. Ici, alors voilà, il me reste deux petites propriétés, et après comme ça, ce sera tout bon. On aura bouclé le chapitre, et comme ça, demain, on pourra se faire une petite séance d'exercice ou un truc comme ça avant de commencer le prochain chapitre. Petit rappel, normalement, jeudi, vendredi, c'est férié. Conséquence, pas de séance prévue. En revanche, je vous donnerai plein d'exercices, et s'il y a des questions, je vous inviterai bien sûr très fortement à les poser. Alors, ce qui nous attend là, maintenant, c'est le déterminant d'un endomorphisme. Là, il va se passer quelque chose de très particulier. Lorsqu'on avait au-dessus une famille de vecteurs, on a dit, attention, ça dépend de la base, c'est pas toujours la même valeur. En revanche, ça va être un petit peu magique là, pour un endomorphisme, si vous regardez bien la première ligne, enfin la propriété, pour un endomorphisme, ici, quelles que soient les deux bases qu'on ait, le déterminant de la matrice de F va être le même suivant qu'on se passe dans B ou dans B'. Conséquence, cette valeur, ce déterminant, c'est en fait une quantité intrinsèque à l'application linéaire. Conséquence, on va pouvoir appeler ça le déterminant de l'endomorphisme F tout court, indépendamment de la base, et on va noter det de F tout court, sans avoir besoin de préciser une base. Donc ça, c'est très très fort, et c'est ce qui fait que le déterminant d'endomorphisme est très utilisé. Donc tac, tac, déterminant de l'endomorphisme petit f. Donc à retenir, je le reformule à côté. Déterminant indépendant de la base. Pourquoi? On va faire une petite démonstration. Vous allez voir qu'en fait, ça va être super rapide. Donc, démonstration 13. Je repars sur le tableau.
on a petit f qui va de, c'est quoi la notation, grand E dans grand E lui-même, et tac tac tac. On a une base B. Est-ce que j'aurai besoin de la préciser? Non, on va pas avoir besoin de la préciser. On a grand A, la matrice de petit f dans la base B. Et on a à côté A', la matrice de petit f dans la base B'. Conséquence, si on a la matrice, enfin les deux matrices d'une même application dans des bases différentes, on peut mettre en place une formule de changement de base. On note P, la matrice de passage, j'ai noté cette notation-ci, de B vers B'. Si on a cette notation, de sorte que, formule de changement de base, A', ça va être égal à. Alors, petit rappel sur le moyen mnémotechnique. A', c'est la matrice dans la base B', grand A dans la base B. On va donc avoir à côté, à droite, la matrice de passage de B vers B', et ici à gauche, la matrice de passage de B' vers B. Par rapport à nos notations, P, c'est la matrice de passage de B vers B', donc ici c'est P, et ici c'est donc P-1. Autrement dit, si maintenant on passe au déterminant, le déterminant de A', c'est le déterminant de P-1 fois A fois P. Mais le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. On va donc avoir déterminant de P-1 fois déterminant de A fois déterminant de P. Ça, c'est la propriété. Je vais vous remettre le petit numéro, comme ça, ça vous fera une référence. C'est le 9A. Et ensuite, ah bah oui, mais déterminant de P-1, on a vu ce que c'était aussi. C'est 1 sur déterminant de P fois déterminant de A fois déterminant de P. Et bien sûr, voilà, c'est après téléphoner. Hein. Ah bah tiens, foup, ça se simplifie. Et donc on se retrouve avec déterminant de A. Conséquence, ici, en partant de déterminant de A', on est tombé sur le déterminant de A, tout simplement. Et ça termine... Ah mince. Tac, tac. Ça termine cette petite démonstration. Est-ce que on est à peu près bon là-dessus? Alors le coût de la matrice inverse, je peux vous mettre aussi le numéro de la propriété. C'était le 9B cette fois-ci. Alors, s'il n'y a pas de souci, on va regarder notre dernière propriété de cours pour ce chapitre. Bon, qui est assez logique. Hein. Vu que, alors il faut réfléchir un tout petit peu, mais en fait tout est instantané. Lorsqu'on compose des applications linéaires, ça revient à faire un produit des matrices. Mais le déterminant d'un produit de matrice, on sait que c'est le produit des déterminants. Conséquence, juste en mettant les choses bout à bout, on se retrouve avec cette relation-ci,
le déterminant d'une composée, c'est égal au produit des déterminants pour les applications linéaires, qui est donc égal au déterminant de G rond F, la composée dans l'autre sens. Alors attention, je réinsiste bien, on est avec des applications qui sont des endomorphismes. Conséquence, les deux applications vont de grand E dans grand E. C'est pour ça qu'on peut faire les composés dans les deux sens. Et pour ce qui va surtout nous intéresser, une application, un endomorphisme petit f, sera un automorphisme si et seulement si son déterminant est non nul. Et en plus, dans ce cas, le déterminant de la réciproque, ce sera un seul déterminant. Tout découle de ce qu'on a fait au-dessus. Donc on ne va pas s'éterniser, ce serait juste des petites bidouilles pour arriver au résultat. Il n'y a rien de très nouveau. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On est bon à peu près. Alors, je vais arrêter l'enregistrement ici.